merci beaucoup de l'invitation à tout le groupe. Ça me fait plaisir de voir des visages connus et non connus dans l'audience. Donc, l'objectif de ce titre, de ce sujet, c'est de vous présenter un peu en général qu'est-ce qu'on peut faire dans le service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire au service des troubles cognitifs déjà avérés, suspectés, etc. Donc, comme plan, je vous propose de commencer par une définition et une explication brève de qu'est-ce qu'on fait en imagerie moléculaire et médecine nucléaire. Quel est l'exemple des applications de nos techniques pour la maladie d'Alzheimer comme une des situations qui est associée à troubles cognitifs, avec 3 types d'imagerie qui seront brièvement abordés: l'imagerie de la pathologie amyloïde, l'imagerie de la pathologie tau et l'imagerie du métabolisme du glucose comme signe de neurodégénérescence. Et puis, essayer de voir quelle est l'utilité pour les patients de ces techniques et de ces informations, donc notamment du diagnostic et d'une estimation du risque. Et un dernier chapitre sur l'utilisation de ces techniques d'imagerie pour la recherche et l'évaluation des traitements pour la maladie d'Alzheimer et les conclusions. Donc, tout d'abord, imagerie moléculaire en médecine nucléaire, la technique la plus souvent utilisée, c'est le PET. Vous voyez ici un appareil. Il s'agit d'un appareil d'imagerie standard. Son aspect n'est pas différent de tout autre appareil tomographique que vous pouvez connaître. Ce qui le rend différent, c'est le fait qu'on travaille avec des produits radioactifs que vous voyez exemplifiés. Si j'arrive à utiliser le pointeur. Là, oui, dans cette seringue blindée, donc on a une substance, une faible quantité de substance radioactive, et selon la molécule qu'on administrera, on aura des images tout à fait différentes. Ici, c'est les 3 images duquel on parlera aujourd'hui. Donc le même appareil nous permet de construire des images différentes. Pourquoi? Parce qu'on va injecter une molécule qui est rendue radioactive, et l'appareil nous va dire où elle se localise. Donc, et le comportement de cette molécule dépendra de ce qu'on injecte. Si on injecte, comme on fait même souvent, du sucre radioactif, c'est le cas de cette image, on aura une image au niveau du cerveau de la consommation de sucre qui correspond à l'activité finalement synaptique et fonctionnelle des différentes régions. Si on administre des molécules qui ont une affinité particulière pour des agrégats, pour des dépositions pathologiques au niveau du cerveau, eh ben, on va voir au niveau du cerveau s'il y a ou il n'y a pas la cible moléculaire qu'on cherche. Pour cette raison, on l'appelle imagerie moléculaire. Et pour vous situer un peu dans notre réalité, de qu'est-ce que ça veut dire d'arriver à ces images, donc pour avoir ces produits, tout d'abord, on a besoin d'utiliser un cyclotron médical. Un cyclotron médical, c'est un appareil comme celui que vous voyez sur la photo. La photo a juste le but de vous représenter que c'est un appareil qui remplit une partie de cette pièce. Vous imaginez bien, l'objectif du cyclotron, c'est de produire les isotopes radioactifs qu'on va après rattacher à nos molécules. Et du coup, il faut tout un blindage autour. C'est une infrastructure complexe à utiliser et pas très courante. Donc, c'est aussi un autre point de fierté de notre institution. Donc, il y en a un, comme vous voyez ici, aux HUG, qui est le seul de la région romande. Il y a un cyclotron aussi en Françoisine, avec lequel nous collaborons, à Saint-Genis-Pouilly. Et puis sinon, sur la carte suisse, il y a un cyclotron à Berne, qui est aussi utilisé pour le même but, cyclotron médical, et Zurich, est vraiment bien staffé, avec un cyclotron au PSI et 3 autres, donc 2 déjà en fonction et un en cours d'installation, dans l'infrastructure de l'hôpital zurichois, donc de l'USZ. Comment ça fonctionne? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce cyclotron? Là, vous le voyez avec une personne dedans, et à nouveau, je vous assure, ce n'est pas son mode de fonctionnement, mais c'était juste pour vous donner une idée de la taille. Pour fabriquer les radiopharmaceutiques, donc ces produits qu'on a dans nos seringues, qu'on administre chez les patients, on parle de matières premières et puis de la production de la radioactivité, donc des isotopes radioactifs qu'on produit grâce au cyclotron. Et puis, on a la synthèse du radiopharmaceutique. Donc, on a vraiment tout à fait les mêmes structures chimiques qu'en centre de, disons, qu'une pharmacie, on pourrait imaginer, pour la production d'un médicament.
Et puis, la caractéristique de la production du médicament sera vraiment ça pour nous, c'est-à-dire avoir une molécule de départ, le précurseur, dans ce cas, c'est le sucre. Pour ceux qui ont de l'habitude avec les structures chimiques, vous reconnaîtrez bien que c'est du sucre, dans lequel on va essayer de remplacer un composant de la molécule naturelle, qui est un groupe hydroxyle, avec un élément radioactif. Et dans ce cas, dans notre cas, ce sera le fluor, pour avoir du sucre fluoré, qui est radioactif, et qui le reste pendant une période qui n'est pas très longue. Donc le fluor a une demi-vie, on dit, donc le temps après lequel on a la moitié de la radioactivité mesurable, de 2 heures. Ce qui veut dire qu'on peut partir avec une quantité initiale, et puis toutes les 2 heures, on aura la moitié, et on a une validité de ces produits qui est en général de 8 à 10 heures. Ceci vous explique donc clairement que pour les produits qu'on utilise pour nos imageries, il faut une production au jour le jour pour tous les patients qui sont programmés. Donc à chaque matin, donc finalement chaque nuit, parce que l'activité commence la nuit, il y a le démarrage de l'activité du cyclotron, il y a le processus de synthèse, il y a le conditionnement après dans ces flacons qui bien sûr doivent contenir la radioactivité, ils sont plombés pour minimiser l'exposition des collaborateurs, et puis ils partent il y a des contrôles de qualité bien sûr pour être certain de qu'est-ce qu'on a produit, que tout s'est bien passé. Et puis, il y a des entreprises spécialisées qui garantissent le transport de ce produit déjà sur la région, pour les produits qu'on distribue nous ou nos voisins, et on reçoit par exemple des produits de Zurich. La taille suisse, sous ce point de vue, est suffisamment convenable pour qu'un transport de 3 à 4 heures puisse être imaginé et on puisse avoir la disponibilité de ces produits sur tout le territoire. Pourquoi je vous ai fait donc tout ce topo sur les radiopharmaceutiques pour arriver après à parler des troubles cognitifs? Bon, on revient sur la définition de la maladie d'Alzheimer. Peut-être beaucoup de vous le savent, la maladie d'Alzheimer doit son nom au psychiatre, mais aussi pathologue, on faisait tout à l'époque, qui a décrit pour la première fois un cas d'une personne qui, vers la cinquantaine, je pense, commence à avoir de plus en plus de troubles cognitifs, de orientation finalement autour d'elle, de langage, jusqu'à finalement décès pour une perte d'autonomie, etc. Donc, à l'analyse du cerveau à l'autopsie, il a pu décrire des phénomènes dans le tissu cérébral au microscope qui étaient surprenants, inhabituels, pas observés chez les cerveaux des personnes normales. Et qui consistait, ça c'est les dessins de l'époque, après on a finalement découvert quelle était la structure chimique de ces structures qu'il avait décrites. Il avait décrit, vous voyez cette tache jaunâtre, en dehors des neurones qui correspond à des plaques d'une structure qui s'appelle amyloïde bêta, donc disons une accumulation protéique qui prend une configuration 3D particulière. Et il avait décrit aussi des amas intracellulaires composés, on l'a découvert après, d'une protéine qui s'appelle protéine Tau, qui est une protéine qui est associée aux microtubules et qui permet à l'intérieur de la cellule le transport d'éléments et nutriments importants. Et on est parti de cette définition et on est resté à cette définition bien longtemps, dans le sens que, à part cette première observation sur un cas, on a identifié le fait qu'il arrive qu'avec le vieillissement, pas tous, mais il y a des personnes qui développent une perte progressive de fonction cognitive et d'autonomie. On a essayé d'identifier quelles étaient les caractéristiques cliniques qui permettait de deviner cette pathologie, mais on s'est aussi rendu compte que la manifestation clinique, elle est assez difficile à interpréter, dans le sens qu'on peut avoir des patients qui ont une manifestation clinique similaire et finalement, l'un aura la maladie au niveau du cerveau et l'autre ne l'aura pas. Dans cet espace, l'imagerie moléculaire est intéressante parce que depuis les désormais 2 dernières décennies, et ça s'est accéléré pendant la dernière, on a des agents d'imagerie, des radiopharmaceutiques, qui nous permettent de visualiser ces 2 mêmes processus pathologiques. Donc on a des traceurs, des radiopharmaceutiques, qui nous permettent de voir cette amyloïde extracellulaire.
Les premières descriptions, donc les premiers essais cliniques, je sais que ceux qui sont des réguliers de ce Café de l'innovation auront eu déjà la possibilité de voir des présentations sur comment la recherche est conduite. Bien sûr, quand on introduit un premier radiopharmaceutique, on doit tout d'abord le tester, tout d'abord chez des modèles et en connaître la structure chimique, et puis une fois qu'on a connu sa sécurité, etc., on doit le tester dans des cohortes de plus en plus grandes pour voir quelle est la distribution qu'on observe. Et si on arrive à distinguer correctement, comme on suspecte, comme on a l'impression, des cas d'une catégorie par rapport à une autre catégorie. C'est un développement donc qui ressemble pour beaucoup de points au développement de n'importe quel médicament, donc des études de phase 1, phase 2, phase 3, jusqu'à la mise sur le marché. Donc, pour ces traceurs, ces radiopharmaceutiques pour l'amyloïde, les premières observations dans des séries cliniques datent de 2004 et la première autorisation par une autorité aux États-Unis, en Europe c'est venu un peu après, date de 2013. Donc, il y a eu à peu près une dizaine d'années de tests, validation sur des cohortes de plus en plus grandes pour montrer finalement que chez des sujets sains et jeunes, l'image était d'un type, chez des patients, l'image était différente, et quelle était la valeur ajoutée de ces images. Ça, j'essaierai de vous le montrer par la suite. Et puis, pour les pathologies tau, bon, le processus est similaire, est retardé d'à peu près 10 ans, parce que les premières études cliniques datent de 2013, là, et la première approbation, à nouveau j'utilise la FDA aux États-Unis comme référence, est intervenue en 2020. Le statut actuel pour la Suisse, c'est que les radiopharmaceutiques qui ciblent l'amyloïde sont maintenant autorisés, 2 molécules similaires, et remboursés par notre assurance maladie, dans des cas bien sélectionnés, etc., donc selon indication clinique, ça depuis 2020. Par contre, les radiopharmaceutiques pour la protéine tau ne sont pas encore autorisés en Suisse, donc ils sont utilisés pourtant dans le sens, ils sont testés aux HUG dans plusieurs essais cliniques et je vous montrerai le résultat de certains de ces essais qu'on a conduits. Ceci est intéressant parce que finalement, quand on regarde à nouveau, pour revenir à la référence qui reste la pathologie, les cerveaux des patients avec troubles cognitifs, on voit qu'il y a des marqueurs caractéristiques pour les différentes formes. Donc, quand une personne se présente avec des troubles cognitifs, il y a certainement des signes cliniques qui peuvent pointer dans une direction ou dans un autre, mais comme je vous disais, la classification clinique, elle reste complexe et pas très précise. Et après, quand on a la possibilité sur des banques de pathologie de faire une analyse du diagnostic vrai, avéré, donc à l'autopsie, et de voir la distribution, on voit qu'il y a comme condition la plus fréquente la maladie d'Alzheimer sur à peu près 60 à 70% des cas. Puis une autre catégorie assez fréquente s'appelle démence à corps de Lévy, 15 à 20%. Et puis une catégorie plus rare est la dégénérescence frontotemporale. Donc ces différentes conditions, elles mènent toutes à des troubles cognitifs, c'est-à-dire progressivement à une perte de capacité de mémoire, d'orientation, de calcul, etc. Mais du point de vue de ce qu'on observe au niveau du cerveau, on observe des accumulations différentes. Donc vous voyez, là ici j'ai une autre image, maintenant ce n'est pas un dessin, mais c'est une image au microscope de ces plaques amyloïdes et de ces agrégats de protéines tau. Pour la démence à corps de Lévy, le signe caractéristique, c'est ces corps de Lévy, à nouveau du pathologue qui les a décrites, qui sont des agrégats de alpha-synucléine. Et puis la démence frontotemporale, c'est vraiment un contexte dans lequel plusieurs formes de pathologie donnent des tableaux relativement similaires. Ça reste vraiment très complexe. Pourquoi on parle de tout ça finalement? Bon, on sait que ces accumulations, dans l'hypothèse actuelle, entraînent finalement, dérangent le tissu dans lequel ils s'accumulent en déterminant une neurodégénérescence, donc une souffrance neuronale, une dysfonction neuronale, une perte et diminution de la fonction synaptique. Donc les neurones n'arrivent plus à bien communiquer entre eux. Et ceci est aussi visible, je voulais vous le montrer tout à l'heure, par certaines de nos techniques. Donc tout d'abord, sur toute cette carte, ce qu'on peut déjà imager en imagerie moléculaire, c'est l'amyloïde, je vous l'ai dit, c'est la tau, et vous avez vu dans le schéma, il y a de la tau pathologie
dans la maladie d'Alzheimer, mais aussi dans certaines formes de dégénérescence frontotemporale. Et puis, pour la neurodégénérescence, on peut faire de l'imagerie du glucose. La consommation du glucose du cerveau est un signe d'intégrité ou, au contraire, donc où il y a une diminution de perte du fonctionnement neuronal. Donc tout d'abord, ceci est le tableau un peu de ce qu'on peut faire. Et on va essayer d'aller, disons, type par type. Donc, pour l'imagerie amyloïde, qu'est-ce qu'on a dans notre quotidien quand on reçoit ces images, quand on fait ces tests, que ce soit dans la recherche ou dans la pratique clinique? On compare, en général, des images d'une distribution connue. La distribution connue et normale est celle que vous voyez à droite. Donc, un cerveau qui n'a quasi pas de déposition de ce produit, de ce radiopharmaceutique. Le radiopharmaceutique ne s'accumule pas ou s'accumule uniquement dans les structures de la substance blanche. Ce que vous voyez ici, c'est les faisceaux des neurones, donc les réseaux à travers lesquels les neurones communiquent. Et l'accumulation du radiopharmaceutique à ce niveau est due à la structure chimique de ce produit qui a une affinité aussi pour la myéline. De l'autre côté, à gauche, de l'image, vous voyez une image qui serait typiquement pathologique. Donc une image dans laquelle on a la concentration du produit qu'on a, du radiopharmaceutique qu'on a administré, se fait au niveau de la périphérie, vous voyez, du cerveau, des régions périphériques, des régions externes, qui sont les régions corticales. Donc au niveau du cortex, on a du signal, ça nous dit qu'au niveau du cortex, il y a de l'amyloïde. On peut bien sûr le mesurer aussi, et la façon de laquelle on le mesure, c'est qu'on définit des régions. Nos images sont finalement des matrices 3D, donc c'est une information de la concentration de radioactivité point par point dans l'espace du cerveau du coup qu'on a imagé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la quantité de radioactivité dans les régions rouges ici, divisé par une région de référence individuelle, ça nous sert pour être, disons, précis dans notre mesure. Et puis, on peut transférer cette indication de concentration sur une échelle de 0 à 100 qu'on appelle centiloïde. Ça peut sembler en détail, mais je tiens à vous le mentionner parce que vous verrez, ça nous servira pour le dernier chapitre de la présentation d'aujourd'hui. Donc, une échelle de 0 à 100 assez intuitive, dans laquelle 0 veut dire que la déposition qu'on observe à ce niveau est assez faible, et 100 veut dire qu'on a une image typiquement pathologique, comme celle que je vous ai montrée. Comment est-ce qu'on a pu savoir que ça marchait? Donc, ces 10 ans de tests et de validation de différents produits ont servi aussi à faire des études dans lesquelles on a fait des images, et puis c'était des sujets auxquels on pouvait faire des biopsies, comme dans ce cas par exemple, et donc montrer qu'une image positive consiste à la présence du signal au microscope, et vice-versa, qu'une image négative n'a pas le signal qu'on cherche au microscope. Pour la pathologie tau, c'est la même chose. Les images sont un peu différentes, vous voyez ici. Tout d'abord, ce que ces images ont, c'est qu'il y a un peu plus de gradualité. Alors que pour l'image amyloïde, on observe en général dans la population des images soit négatives, soit positives, et un petit pourcentage, moins de 5% de sujets qui sont dans une zone grise ou de transition. Pour tau, on observe tout le spectre. Le spectre, c'est une déposition dans le cerveau de cette pathologie qui est progressive. Et vous voyez ici une image négative, c'est-à-dire tout est gris. Il n'y a pas de zone particulière dans laquelle notre radiopharmaceutique s'est accumulé. Et où ça s'accumule, au niveau, là c'est le cortex temporal, là c'est plus loin dans le cerveau, au niveau des régions qui s'appellent pariétales, frontales, ça veut dire qu'il y a de la pathologie mesurable. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier avec des prélèvements. Donc ça, c'est les étapes de validation de nos radiopharmaceutiques qui servent, en quelque sorte, à pouvoir dire le radiopharmaceutique image la cible, la pathologie qu'on veut imager, et donc on peut l'utiliser plus loin. Et nos tests ont en général une performance diagnostique très bonne. Donc quand on vérifie par rapport à nouveau au gold standard, on a une exactitude qui est dans l'ordre de 88-90%. Pour le métabolisme du glucose, je vous montre cette image. Là, vous voyez dans cette seule image et les régions normales et les régions pathologiques, dans le sens que là, l'intensité du signal correspond à ce qui est blanc, orange sur l'image.
vous voyez qu'il y a certaines régions, là c'est les parties frontales, la partie antérieure du cerveau, qui ont une fixation encore intense. Il y a d'autres régions, notamment les régions pariétales et là, postérieures, qui ont une diminution de fonctionnement, donc du glucose, de consommation du glucose, et ceci consiste en une neurodégénérescence. Et finalement, pourquoi de faire ces tests est intéressant? Ce qu'on sait à l'heure actuelle, et ça a encore été montré, et ça a eu beaucoup de résonance il y a quelques semaines sur une publication de New England, c'est que toutes ces pathologies neurodégénératives, et ça a été démontré pour la maladie d'Alzheimer, ont une évolution très lente et très sournoise. Donc, il y a une accumulation progressive de la pathologie pendant plusieurs décennies, donc jusqu'à 30 ans, pendant laquelle il n'y a pas encore de manifestations cliniques, et puis ce qu'on observe comme manifestation clinique, donc le déficit cognitif, ces pertes de mémoire, etc., et plus tard une perte d'autonomie, c'est vraiment à la fin, dans le long processus. Vous voyez sur ces courbes, chaque test, donc là ici c'est les tests de mémoire ou les tests d'autonomie, qui passent de normal à pathologique. Et donc il y a tout ce grand espace et d'évolution de la maladie qui est vide si on se limite aux tests cognitifs, donc à faire des échelles de mémoire. Par contre, si on va faire de l'imagerie de ce qui se passe dans le cerveau, on peut détecter la pathologie plus tôt. On peut voir l'accumulation, la neurodégénérescence qui est plus proche et qui suit finalement et qui détermine en quelque sorte le déficit cognitif qu'on va mesurer. On peut voir l'accumulation de taux qui se vérifie en général en présence d'amyloïdes, et on peut voir la neurodégénérescence qui est en général surtout marquée dans les régions où il y a de l'accumulation de taux. Donc ces types de tests nous permettent d'occuper un peu cet espace et d'avoir du coup d'un côté une classification et un diagnostic plus précis des personnes qui se présentent avec des troubles cognitifs quand on est déjà dans cet espace, donc comprendre ce qui se passe et faire des catégories, et d'autre côté, si on arrive à faire de l'imagerie dans encore une phase initiale, prévoir ce qui se passe. Pour ces classifications, on résume donc ces types d'informations en disant il y a ou il n'y a pas amyloïde avec un code qui est A+ ou A-, il y a ou pas tau avec un code qui était plus ou T-, et neurodégénérescence pareil, N+ ou N-. Quand on utilise cette classification, après, on va la tester sur notre population du centre de la mémoire. Les études que je vous montre maintenant ont été faites par les collègues qui sont là au fond, donc je remercie beaucoup pour leur activité dans mon groupe de recherche, et c'est la forte et constante collaboration avec le centre de la mémoire qui nous permet d'évaluer justement sur une population clinique quel est l'avantage, quel est l'intérêt d'avoir ces mesures. Vous voyez ici que les patients sont catégorisés pour ce qu'on peut connaître de leur stade cognitif. Donc on parle sujet sain, des personnes qui sont venues pour l'intérêt de la recherche, mais qui n'ont pas de plainte particulière, ou plainte cognitive subjective, la case orange. Ça, c'est des personnes qui ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cerveau, dans leur mémoire, mais finalement, quand ils font les tests, tout est normal. Et puis, il y a les troubles cognitifs légers. Donc là, il y a déjà des tests qui sont pathologiques, mais c'est que des tests ponctuels. Et l'ensemble est encore suffisamment dans la norme pour permettre une autonomie de la personne. Et puis, il y a ce qu'on appelle troubles cognitifs majeurs ou démence, c'est-à-dire une situation qui nécessite aussi un support pour les activités de la vie quotidienne. Et vous voyez que quand on stratifie indépendamment les patients pour le fait d'avoir ou pas amyloïde, d'avoir ou pas tau et avoir ou pas de la neurodégénérescence, bon, bien sûr, il y a des associations. Donc, les sujets sains et les sujets avec plainte cognitive subjective sont surtout dans la catégorie négatif, négatif, négatif. Donc, tout est normal, ce qui est rassurant. Mais après, c'est vrai que les autres sujets, typiquement les sujets avec troubles cognitifs légers, on les trouve un peu dans tous les strates. Donc, il y a clairement, quand on voit un patient avec un trouble cognitif léger, on ne sait pas ce qui se passe dans son cerveau. En faisant de l'imagerie amyloïde, de l'imagerie tau, de la neurodégénérescence, on pourra comprendre quelle est la cause, qu'est-ce qui se cache derrière cette manifestation clinique. Ce graphe, je vous le montre sans en commenter davantage, juste pour vous dire qu'on a bien intégré le fait qu'avec ces informations, on peut mieux connaître ce qui se passe avec les patients. Et donc ça, c'est le résultat d'un consensus qu'on vient de publier sur Lancet Neurology, qui est un consensus de différentes sociétés savantes, d'imageurs, de neurologues, de cliniciens, d'experts de différentes techniques. Et ce que je veux vous montrer de ce graphe, c'est que c'est un graphe qui
propose un algorithme diagnostique. Donc, vraiment, selon la manifestation clinique prédominante du patient, on va proposer d'abord un test et puis un autre test pour arriver à un diagnostic et comprendre ce qui se passe. Et ça, de ce que tous les patients et les familles nous disent, c'est vraiment une information utile. Je vois que je suis lente avec le temps, je vais un peu speeder. Juste encore 2 concepts rapides sur l'utilisation de ces techniques pour voir ce qui se passe dans le futur. Quand on va stratifier à nouveau nos patients sur le fait d'avoir ou pas de l'amyloïde ou du tau, on voit après que leur évolution sur le temps, ça c'est l'évolution 1 en test cognitif, est différente. Donc typiquement, on voit que le risque de déclin est beaucoup plus élevé pour ceux qui ont de la pathologie amyloïde et de la pathologie tau. Donc là, à nouveau, l'utilité, ce n'est pas uniquement de comprendre ce qui se passe, mais aussi d'avoir une estimation du risque de ce qui se passera dans le futur immédiat. Et quand on segmente séparément les différents tests, on a bien vu que le test de tau est le test qui nous permet la meilleure discrimination de est-ce qu'il y a un risque de diminuer la performance ou pas. Et si vous voyez la performance cognitive, donc la capacité finalement de retenir une liste de mots, par exemple, ceux qui sont négatifs au T restent à peu près stables, ceux qui sont positifs à la pathologie tau déclinent assez rapidement. Je vais sauter ce paragraphe pour vous parler finalement un peu de l'application dans les traitements. Où on est vis-à-vis des traitements? Alors, il y a eu, depuis les derniers 20 ans, beaucoup de recherches de solutions thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer, beaucoup d'échecs. Donc, finalement, beaucoup d'essais cliniques qui n'ont pas permis d'avoir un bénéfice pour les patients qui étaient traités. On a quand même fait énormément de progrès en comprenant mieux la classification des patients. Et là, je reviens à mon concept que le diagnostic est hyper important, parce que déjà, les premières études qui ont été faites dans les débuts des années 2000 n'avaient pas ces outils. Donc, on incluait les patients sur la base de leur manifestation clinique. Mais comme je vous ai montré, la manifestation clinique, elle est relativement peu prédictive de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, on inclut les patients, on les traite, et finalement, on les traite on traite et ceux qui ont ou ceux qui n'ont pas la pathologie et avec la difficulté de définir le stade. L'avantage de l'imagerie, c'est d'abord, elle nous permet de voir la cible qu'on cherche à traiter parce que la grande majorité des solutions ou des essais thérapeutiques sont ciblés pour l'amyloïde. Et l'autre point fort qu'on a avec l'imagerie, c'est qu'on voit que l'accumulation de pathologies dans l'imagerie est associée à la sévérité clinique. Donc on peut se dire que si on arrive à corriger ou à éviter l'accumulation d'une pathologie, bon, on aura un impact sur la manifestation cognitive. Ceci a été assez accepté par les autorités des médicaments et puis on a eu aussi une avancée majeure en 2023 et donc 2 essais thérapeutiques ont eu, 2 médicaments ont eu sans doute un résultat d'une étude phase 3, c'est-à-dire les études de grande échelle qui comparent pour l'efficacité, positif. Donc il y a bien 2 médicaments qui s'appellent lecanemab et donanemab qui ont eu des résultats des essais cliniques positifs. L'un des 2, le lecanemab, est approuvé aux États-Unis. Le donanemab est en cours d'évaluation. Les 2 sont en cours d'évaluation en Europe et en Suisse. Donc on en saura plus au courant de cette année. Il s'agit bien sûr pas de médicaments miracles, je vais vous montrer ça dans un moment. Et là, c'est plutôt que la fin d'une histoire, le début d'une investigation qui doit maintenant nous permettre de comprendre quels sont les patients qui répondent mieux, comment on peut mieux identifier les patients à traiter et les patients qui ont des risques de développer des effets secondaires qui bien sûr existent avec ces médicaments comme avec tout médicament, etc. Mais je voulais juste me concentrer sur l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'utilité de l'imagerie moléculaire, et vous montrer qu'est-ce qu'on a observé sur les centiloïdes. Donc vous vous souvenez cette échelle qui nous dit 0, il n'y a pas d'amyloïdes, 100, il y a beaucoup d'amyloïdes, typique pour un patient, et les différents médicaments qui ont été testés sur ces derniers 10 ans. Donc, vous voyez donc l'échelle, ça c'est le stade de la quantité d'amyloïdes que les patients avaient à l'entrée, donc une fourchette entre 80 et 120, donc tous des patients positifs, bien sûr. Et puis, ça, c'est la diminution d'amyloïdes qu'on a pu obtenir avec un médicament qui s'appelle gantenerumab. C'était Roche, la compagnie qui l'a développé.
Puis là, vous avez la diminution d'amyloïdes qu'on a eue avec un autre médicament qui s'appelle aducanumab. Et la particularité de ce médicament, c'est qu'il a été testé avec 2 phases 3 indépendantes. C'est un peu une histoire compliquée. Ils ont démarré 2 études avec un design similaire mais pas identique. Bon, de ces 2 études, il y en a une qui est négative, et c'est celle-là, et une qui est positive, et c'est celle-là. Donc, les participants de cette étude avaient finalement un petit bénéfice clinique quand ils étaient traités par rapport à placebo. Et puis ici, vous avez les 2 médicaments, lecanemab et donanemab, qui ont eu des études phase 3 publiées positives. Eh bien, vous êtes d'accord avec moi qu'on identifie sur cette courbe de réponse les études, disons les médicaments qui ne répondaient pas et les médicaments qui répondent. Là, ce n'est pas une preuve, ça n'a pas encore été testé, mais il y a clairement un élément qui suggère que la quantité et la rapidité d'élimination de l'amyloïde dans le cerveau permet ou est un indicateur associé à la réponse. Quelle est la réponse clinique? Là, je vous montre la réponse qu'on a avec le donanemab. Et c'est similaire pour le lecanemab. Vous voyez, là, on a une échelle de fonctionnement, finalement, une échelle des patients qui nous dit leur performance. Et là, vous voyez l'évolution dans le temps des patients qui ont eu le médicament, et là, l'évolution dans le temps des patients qui ont eu le placebo. Dans les 2 cas, vous voyez une diminution de valeur, ça signifie une péjoration, il y a une péjoration. Donc, c'est pour ça que je vous disais, pas de traitement miracle. Mais la péjoration est moindre, donc les patients sous traitement restent relativement stables pour les premières 24 semaines, et puis diminuent, mais moins. Et qu'est-ce qui se passe à la suite? Bien sûr, très compliqué. Ça, c'est un peu un problème inhérent à la pathologie. C'est une pathologie, on l'a dit, qui s'évolue sur des dizaines d'années. Donc, c'est clair que le temps pour un essai clinique d'évaluer l'efficacité d'un traitement est en général déjà très complexe de conduire une étude qui dure 18 mois, ce qui est en général la moyenne de ces études. Mais donc, on a déjà des résultats encourageants. On espère d'avoir d'autres résultats encourageants avec les autres essais cliniques qui sont en cours. Ce qui est encore à investiguer, c'est qu'est-ce qui se passerait si ce médicament était administré plus tôt, par exemple. Donc là, on a inclus des patients qui avaient un trouble cognitif mineur et un trouble cognitif majeur. Donc déjà, un processus de pathologie stabilisé, en quelque sorte, ou bien avancé. En même temps, comme toujours dans l'évaluation des médicaments, il faut faire une pesée d'intérêt entre le risque d'exposer un médicament et le bénéfice potentiel attendu. L'autre élément que je veux souligner pour le côté imagerie, c'est qu'on a pu utiliser l'imagerie aussi pour guider un peu l'évaluation de la réponse et puis les décisions pour la suite. Typiquement, pour le donanemab spécifiquement, et je vous parle de ce médicament parce que c'est les études dans lesquelles ils ont intégré plus d'imagerie, pas d'autres conflits d'intérêts de ma part. Pour ce médicament, ils ont pris la décision qu'une fois que l'imagerie devenait négative, les patients passaient sous placebo et ils ont pu les surveiller. Et ils ont pu faire quelques estimations, c'est des observations sur un petit nombre de sujets, mais à nouveau sur notre échelle habituelle de centiloïdes, vous voyez, les patients commençaient environ à 100. Quand ils descendaient en dessous de 20, 22, je pense que c'est le seuil placé là, ils interrompaient le médicament et puis on regardait s'ils réaccumulaient. Et ils réaccumulaient très peu. Donc, 4 ans étaient nécessaires pour arriver à un niveau 22, donc niveau basse, mais qui était jugé comme un risque pour une nouvelle accumulation. Donc ça, c'est aussi toute une nouvelle information que l'imagerie moléculaire pourra nous donner dans cet espace dans lequel on s'attend, on verra ce qui se passe, que les médicaments, au moins dans un cadre bien surveillé et à monitorer, deviendront progressivement disponibles. Et l'autre élément qui est là et qui est présent avec des associations faibles pour le moment, mais qu'à nouveau a été observé avec 2 médicaments, avec l'aducanumab et le donanemab, c'est une association, on ne peut pas parler de forte corrélation, entre la diminution d'amyloïdes et la diminution de la pente de déclin. Donc à nouveau, ça, ce n'est pas si simple. Pour le donanemab en particulier, ces courbes ont été séparés sur la base d'un facteur génétique de risque connu pour la maladie d'Alzheimer. Et là, ça nous dit que cette association existe
assez forte pour ceux qui ont une maladie qui est associée à cette variante génétique et pas du tout pour ceux qui ont la maladie mais sans avoir ce facteur de risque. Donc là, c'est encore tout un espace à investiguer. Ici, c'est un tableau dans lequel il nous dit que pour les différents tests cognitifs, dans l'étude qui a fonctionné, donc ça c'est le médicament qui a eu 2 études avec des résultats contraires, bon, quand il y avait un effet, on voyait aussi des associations, mais très faibles, donc de l'ordre de 0,2, c'est une mesure de force d'association qui est relativement faible, entre la manifestation clinique et ce qu'on voit qui se passe ou qui se modifie sur les images. Donc globalement, j'espère dans ces quelques slides et dans ces 40 minutes désormais, j'ai essayé de vous passer ces messages principaux. Donc, notre imagerie moléculaire dépend de la production de radiopharmaceutiques dans les cyclotrons médicaux, que l'imagerie moléculaire nous permet de voir dans les cerveaux différentes formes pathologiques et la maladie sur laquelle on a plus d'expérience à l'heure actuelle, c'est clairement la maladie d'Alzheimer et la réponse fonctionnelle ou dysfonctionnelle du cerveau. Ces informations sont importantes pour déjà classifier chaque individu, donc nous permettre un diagnostic ainsi qu'un pronostic en évaluant le déclin et pour étudier la maladie et sa réponse au traitement. Et cet espace de monitorer et mieux suivre les patients traités, c'est vraiment tout un nouveau chapitre qui s'ouvre dans lequel nous sommes contents de pouvoir contribuer. Et avec cette slide de remerciement, je tiens à remercier toute l'équipe de médecine nucléaire, et il n'y a pas tout le monde là, mais vraiment des producteurs des radiopharmaceutiques jusqu'aux cliniciens, techniciens qui appliquent la technique, les chercheurs qui nous aident à explorer davantage qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images. Les participants aux études, patients et familles, c'est des études dans lesquelles, pour le moment, on n'offre qu'un meilleur diagnostic. C'est déjà une valeur ajoutée, mais c'est déjà aussi beaucoup de surcharge et aussi beaucoup de stress. À ce propos, il y a eu des études qui ont montré que le résultat n'est pas alarmant, mais plutôt au contraire, donne une réponse à la question que les patients et les proches ont. Et donc, du coup, je tiens à les remercier de leur participation et adhérence. Les collègues, et notamment dans notre département diagnostic, là, je vous ai parlé de la partie imagerie moléculaire, mais on travaille étroitement aussi avec la médecine laboratoire pour les tests sanguins qui vont peut-être nous aider à complémenter cet espace à plus large échelle avec la radiologie, bien sûr, tous ces patients, et aussi toutes ces analyses sont faites aussi avec des analyses structurelles, des IRM, etc. Après, je ne l'ai pas mentionné, mais la plupart des études sont conduites en collaboration. L'étude dans laquelle vous avez vu la stratification des patients sur le stade combinait nos images et les images de Zurich. On a en cours des études dans lesquelles on combine les images acquises ici et à Lausanne. C'est vraiment un travail en réseau. Et puis les différentes sociétés savantes, suisses et européennes, qui nous aident à avancer dans cette connaissance et aussi à rendre les techniques, dans les limites du possible, le plus disponibles possible pour les patients. Et les fondateurs ou des fondations qui nous ont aidés à financer cette recherche. Bon, vous l'avez peut-être deviné à nouveau, du long processus de radiopharmaceutique à l'image. C'est des examens relativement complexes et donc aussi relativement chers. Merci beaucoup. Merci pour votre excellente présentation. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On a un petit peu de temps pour les questions. C'est une très bonne question. Et ça dépend vraiment du but et de la question. Pour le moment, les patients qui ont été inclus dans les essais cliniques, il y en a qui ont été aussi inclus dans ce qu'on appelle une étude longitudinale où on fait plusieurs fois l'image et c'est en général un intervalle de 2 ans à peu près. Parce que justement, on a vu, c'est une pathologie à lente évolution. Donc pour observer une évolution, en général, on a proposé un intervalle à 2 ans. Pour les essais thérapeutiques, bien sûr, c'est des intervalles plus courts. En général, là, c'est tous les 6 mois que des imageries ont été faites pour évaluer une efficacité, et ça peut être même des intervalles plus courts si on a l'hypothèse que l'intervention, que ce soit médicamenteuse ou non médicamenteuse, peut moduler la présence de la pathologie. Et pas toutes nos études ont un design longitudinal. La plupart, on a aussi utilisé comme classification. Donc, c'est une imagerie qu'on fait une fois, on en fait déjà plusieurs. Après, c'est
comme je vous disais, ça demande beaucoup de collaboration. Et après, c'est vrai que cette collaboration, on l'a trouvée et facilement chez les patients et les proches qui étaient intéressés à venir dans ces programmes. Donc, on diagnostique à quel âge? Ça, c'est une excellente question. Et pour le moment, je n'ai pas de réponse. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment toute la... Alors, tout le contexte qui rend le tout compliqué et intéressant à la fois, je pense. Et ça amène aussi des débats parfois très animés au niveau sociétal, parce qu'après, l'autre question, c'est à quoi bon faire un diagnostic si on ne peut rien faire? Et même si on peut faire quelque chose, maintenant on a des médicaments, mais quel est le bon moment pour prendre un risque? Parce que tout, comme je vous disais, tout médicament est associé aussi à un risque qu'on connaîtra mieux quand ces médicaments seront déployés à plus large échelle. Et comme je vous ai montré dans les images, là, ce n'est pas binaire. Donc, la pathologie Alzheimer, ça on le sait, nécessite pour après une évolution clinique de amyloïdes et de tau. Donc, mais les médicaments qu'on a pour le moment agissent sur amyloïdes et l'effet sur tau a été suggéré par certaines, disons, investigations, mais ce n'est pas encore certain. Donc, sur la base, disons, froidement, sur ce qu'on connaît de la biologie, on se dirait, dès qu'il y a une positivité à l'amyloïde, on vérifie si tau est là ou pas. Et puis, avec des médicaments à bas risque, on pourrait espérer de rentrer comme dans le cadre des statines et des pathologies cardiovasculaires. Donc, on enlève l'amyloïde, le tau ne s'accumulera pas, on a réglé un problème. Mais il faut des médicaments comme les statines qui ont un peu d'effets secondaires, mais mineurs, et puis qui peuvent être administrés, par exemple, par Péros ou avec des patchs. À l'heure actuelle, les médicaments qui ont été testés et qui ont été montrés positifs, c'est quand même des infusions. Infusion à faire 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Donc là, on prend aussi la proportion de l'ampleur du phénomène. Si on devait imaginer de traiter toutes les personnes qui sont positives à partir de, qu'est-ce qu'on veut dire, 30 ans d'évolution, une moyenne de manifestations cliniques aux alentours de 70 ans, donc toutes les personnes à partir de 40 ans. Qui sait? C'est pas trop Donc c'est vraiment très compliqué. C'est pas ça, c'est de la musique d'avenir. Et je pense, je suis optimiste. Bon, vous le voyez, je suis optimiste sur le domaine. Après, c'est un peu ma politique en général. La partie imagerie, sous certains points de vue, ça nous a permis beaucoup de choses. Ce n'est pas la plus compliquée, parce que ça, on sait bien ce qu'on sait, ce qu'on arrive à voir. Après, comment l'interpréter, comment peser correctement les risques à prendre, ce sera une autre discussion à avoir. Il faudra aussi ce qu'on arrive à faire. C'est quelque chose qu'on va, sur les prochaines années, déjà apprendre à utiliser déjà pour les cadres dans lesquels une efficacité a été montrée. Rassurant, il y a plusieurs essais cliniques qui se posent ces questions. Donc, une administration dans des cas précliniques, donc avec une et comment on les sélectionne. Pour ces essais cliniques, ils ont été sélectionnés soit comme membres de famille des cas génétiquement déterminés de la maladie d'Alzheimer. Il y a des formes plus rares, mais avec un risque pratiquement 100% autosomique dominant, donc avec une forte risque de pénétrance. Donc tous les patients qui ont la mutation développent la maladie, et là, bon, clairement, et en général tôt dans la vie, donc en général là, il y a clairement un besoin et aussi une ouverture pour une expérimentation. Ou des patients qui ont un autre facteur de risque, c'est celui que je vous voyais aussi sur l'avant-dernière slide, ce ApoE4. Donc des populations enrichies par ce haut risque de développer la maladie. Et avec ces études, avec ces données, on comprendra donc quel est l'avantage de traiter plus tôt et combien tôt on doit aller. J'ai une question. Les gens qui ont pris d'autres traitements, parce que j'ai une amie de ma maman, elle fait un traitement, elle a eu 2 types de cancer. Maintenant, les effets secondaires lui l'emmènent vers ça. Elle a les médecins l'ont constaté. Et vous faites comment dans ce cas-là, quand c'est des effets secondaires dus à d'autres traitements? C'est pas un Alzheimer comme ça? Ça dépend. Alors, le problème, c'est complexe parce que, comme toutes les pathologies liées à l'âge,
on risque d'avoir plusieurs accumulations. Donc, rien n'empêche qu'il y ait un médicament qui a peut-être interféré sur un système de compensation, mais il y avait aussi une maladie d'Alzheimer qui était en train de débuter. Donc ça, c'est vraiment tout l'espace dans lequel, en mon diagnostic, un diagnostic avec même des outils poussés comme ceux que je vous ai montrés aujourd'hui, pourra nous permettre de dire si la cause des difficultés cognitives qu'on observe, elle est associée à la maladie de base ou à d'autres interférences. Certainement, les médicaments anticancéreux, par exemple, ont parfois aussi un impact sur l'aspect cognition. Et là, ce sera vraiment important de comprendre quelle est la cause prédominante pour après décider quoi faire. Il y avait une question là-bas? Oui, j'ai juste une petite question là. Est-ce que j'ai bien compris, comme vous aviez dit dans l'exposé un peu en aparté, que les patients, même si on leur communiquait un diagnostic grave ou bien une évolution grave au proche, etc., ça passait peut-être mieux? Oui, ça, et c'est à nouveau une question qu'on s'est beaucoup posée dans le domaine, parce qu'on fait des images, on a des résultats, mais puis après, on n'est pas juste content des résultats, il faut que l'impact du résultat soit évalué. Et donc, typiquement, dans une grosse étude européenne à laquelle on a participé, comme site coordinateur avec le Centre de la mémoire, l'étude s'appelle AMIPAD, on a étudié quel est l'impact de la communication de ce résultat. Et on était rassurés de voir que l'impact est positif ou au moins non négatif. Donc clairement, il n'y a pas d'alarme ou de risque où il n'y a pas eu d'épisode de suicide, etc. Et comment on l'explique? On pense que c'est finalement aussi une réponse à une inquiétude. Donc clairement, les patients qui viennent, pour le moment, on le fait dans l'espace à cœur au moins de plaintes cognitives ou de volontaires aussi, c'est vrai. Mais il y a un questionnement vis-à-vis de ce point. Et là, il y a une modification qui peut être aussi une réponse avec des signes vers la dépression, mais en général transitoire après la communication, et pas finalement très différente que le résultat soit positif ou négatif. Parce que dans les deux cas, c'est un élément de plus qu'on peut prendre en compte. Après, les éléments que les patients et leurs familles nous valorisent quand on parle de la restitution du résultat, c'est vraiment, enfin, on comprend ce qui se passait, enfin, on a un nom et une étiquette à mettre sur ce qu'on avait observé, on savait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou au contraire, pour ceux qui sont négatifs, bon, soulagement de dire au moins on sait que c'est pas ça, qui est la forme la plus grave, qui est la forme plus progressive, etc. Est-ce que, bon, c'est une question qui ne concerne pas directement l'exposé d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut extrapoler cette conception aux autres maladies, disons, aux autres pathologies? Ça, c'est vraiment très compliqué. C'est probablement aussi très personnel. Je ne suis pas une experte de ce point, mais je vous dis, juste la semaine passée, on discutait avec des collègues de la génétique qui sont aussi dans notre département diagnostic. Et là, on parlait typiquement du test pour une pathologie sévère comme la pathologie de la chorée de Huntington. C'est une pathologie disons, à forte transmission, donc il y a un risque dominante. Donc, il suffit d'avoir un facteur génétique pour la manifester. Et là, ils ont mis tout un processus en route pour la communication déjà, de la volonté de faire le test et le diagnostic. Et on a parfois des réponses, ils observent parfois des réponses paradoxes. Donc même chez les négatifs, il peut y avoir ce qu'ils appellent disons, un sens de culpabilité du survivant. Parce que c'est des contextes de famille. Donc là, l'élément génétique d'apport de ces facteurs de risque fait que certains de la famille l'ont, d'autres pas, avec le lancement d'une monnaie. Et donc, c'est vraiment important de poser la question pour le cas spécifique, pour l'âge, et ce qui est clairement déjà filtré en quelque sorte dans nos études pour ce cas spécifique, il faut déjà pouvoir discuter avec la personne et comprendre si la personne a envie d'avoir cela. Donc c'est aussi un choix qui est très individuel, très à discuter avec les patients. Et finalement, les patients, nous, on est toutes personnes capables, dans le contexte de ce qu'on sait, on ne sait pas tout, capables de se déterminer sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, si on fournit tous les éléments. Donc par rapport à l'amyloïde, à nouveau,
un élément qui avait été valorisé dans ces études, c'était aussi de faire une bonne explication, de comprendre combien de l'explication qu'on a donnée de c'est un élément de la maladie, c'est pas le seul élément de la maladie, le fait d'être positif ou négatif va vous apporter certains éléments et pas d'autres, était finalement retenu au contrôle. Et on a pu aussi développer des outils de communication qui étaient adaptés, donc ils maximisaient en quelque sorte le fait que personne de milieu ou de connaissances différentes puisse comprendre l'information et ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore. Merci beaucoup. Peut-être maintenant, nous vous invitons à échanger avec la professeure Garibotto autour du café. Merci encore pour votre présentation.